Je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Agora News en toute sécurité, consacré à une profession assez méconnue, la profession de détective privé. Le thème de notre émission, détective privé, police parallèle, point d'interrogation. Et pour répondre à cette question un peu provocatrice, j'ai le plaisir de vous présenter mes deux intervenants. D'abord, à ma gauche tout de suite, Roger-Marc Moreau, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous présenter? Vous êtes déjà très connu dans les médias. Vous êtes un criminaliste aujourd'hui, mais vous avez été détective privé. Oui. Vous êtes chargé de cours à l'université de Nîmes. Vous avez exercé pendant plus de 30 ans dans le domaine de la contre-enquête pénale, dirons-nous, pour des victimes notamment de dysfonctionnement judiciaire. C'est ce qui vous tient à cœur, combattre l'erreur judiciaire notamment. Vous êtes intervenu dans plusieurs grandes affaires très médiatisées. Pour ne citer que celle-ci, Omar Haddad, l'affaire Paquita aussi, Para, ou Michel Habit, par exemple, sur lequel on pourra peut-être revenir. Exactement. À côté de vous, quelqu'un que vous connaissez bien, oui. C'est Marc Eterno, bonjour. Bonjour. Vous êtes, alors, détective privé, major de l'Institut de formation des agents de recherche, je tiens à le signaler, diplômé en droit des affaires. Très beau parcours. Exactement. Voilà, c'est avec vous que nous allons essayer de répondre donc, à cette question, détective privé, une police parallèle. Je vous propose de le faire en 2 temps, même en 3 temps. Premier temps, d'abord, comment devient-on détective privé? Quelle est la formation? Dans quel domaine intervenez-vous? Commercial, civil, économique? Donnez-nous des exemples. Voilà déjà un premier point, car vous savez, les Français ne connaissent pas toujours très très bien cette profession. Il y a un certain mystère, un certain halo derrière cette profession. Alors, d'abord, Roger-Marc, si vous voulez, comment devient-on détective privé? Pour devenir détective, c'est maintenant une profession assez réglementée, il faut avoir un diplôme spécifique qui permet, c'est une licence professionnelle qui permet l'exercice de la profession. Et puis il faut obtenir un agrément de l'État. Il y a une enquête de moralité assez approfondie qui est faite, et puis lorsqu'on a le feu vert, eh bien, on peut exercer cette profession. N'importe qui ne peut pas devenir ou s'improviser détective privé. Non. Donc, un diplôme, une formation, un agrément. Tout à fait. Et voilà. Et c'est le cursus que vous avez peut-être suivi vous-même, Marc. Exactement. Eterno, oui. En passant au préalable, avant de faire cette formation justement nécessaire pour l'obtention par la suite de l'agrément préfectoral, avec un passage, à mon avis, obligatoire en faculté de droit pour avoir le même langage que les personnes auxquelles on s'adresse, à savoir les magistrats et les avocats, les huissiers et les notaires avec qui on collabore régulièrement. Donc il est à mon avis nécessaire de passer au préalable par les bancs de la fac. Cette culture juridique. Être voilà. un juriste pour mieux communiquer avec toutes les professions avec lesquelles vous serez appelé évidemment à travailler. Dans quel domaine intervient le détective privé? Le détective privé en France est un mandataire en recherche de preuves, d'informations. Donc il recherche des éléments d'ordre civil, des affaires de procédure civile, mais aussi des affaires commerciales, industrielles. Et puis, quelques-uns, comme Marc Eterno, qui avait fait son stage dans mon agence d'ailleurs, avant d'exercer à son compte, eh bien, était formé également au pénal, c'est-à-dire qu'on peut intervenir également sur des affaires d'ordre pénal. C'est votre cas? C'est exactement mon cas, oui. Puisque régulièrement, on intervient pour essayer d'apporter des éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales, généralement pour défendre des personnes qui sont accusées, a priori à tort, d'avoir commis des actes délictueux ou criminels. Et de ce fait, on est amené à travailler en collaboration avec les avocats pour apporter les éléments de preuve qui disculpent les victimes d'éventuelles erreurs judiciaires. En somme, on peut dire que vous allez mener une sorte de contre-enquête. Exactement, c'est le cas. Très bien. Bon, je crois qu'on a compris le sérieux de la formation, du statut qui est le vôtre et des obligations professionnelles. Vous avez sans doute aussi une responsabilité professionnelle en cas de faute lourde par rapport à un client, par exemple. C'est obligatoire pour exercer cette profession. Oui, une assurance professionnelle obligatoire. Voilà pour cette première partie consacrée au rôle du statut du détective privé. Venons-en maintenant au deuxième volet de cette émission consacrée au détective privé. Quels sont vos moyens de travail, quelles sont vos méthodes pour arriver à une vérité que vous recherchez? Comment procédez-vous sur le terrain? Marc Roger. Eh bien, moi,
je suis spécialisé uniquement dans le domaine pénal. Je ne fais que cela. Donc, nous n'avons pas de prérogative de puissance publique. Par conséquent, on va simplement avoir pour nous la légitimité de notre mandat. Il faut que l'affaire soit légitime, légale et morale. Le mandat du client. Le mandat du client, ça peut être l'avocat qui va se substituer à la personne. Ça peut être également des parties civiles qui ont besoin de faire ouvrir un dossier. Il leur faut des éléments pour déposer une plainte avec constitution de partie civile ou des choses comme celle-là. Et par conséquent, on va aller recueillir des éléments sur le terrain, simplement en faisant valoir le bon droit des personnes qui nous ont mandatés. C'est-à-dire que vous déplacez sur le terrain, vous rencontrez les protagonistes, vous recherchez peut-être de nouveaux témoins, c'est ça, vous faites véritablement une enquête, quoi. On recherche de nouveaux témoins, on lance des appels à témoins, on peut faire parfois même, dans certaines affaires, si on n'est pas satisfait de ce qu'a fait la justice, il nous est arrivé de faire des nouvelles reconstitutions. Des conférences de presse Des aussi. conférences de presse. Oui. Moi, je travaille beaucoup avec la presse parce que je médiatise les affaires. C'est le seul moyen parfois pour contraindre un peu la justice à revoir sa copie et puis à souligner quelquefois des incohérences. Marc Eterno, Roger Marc Moreau nous explique que vous n'avez pas de moyens de contrainte. Vous n'êtes pas un enquêteur de police, vous n'êtes pas encore moins juge d'instruction, etc. Mais alors, quels sont les moyens que vous utilisez? Est-ce que, par exemple, la question qu'on peut tous se poser, est-ce que vous utiliseriez des moyens technologiques pour arriver à prendre des preuves? Alors, photos d'enregistrement. La loi ne nous permet pas, effectivement, d'avoir accès à un quelconque fichier administratif, à divers éléments qui pourraient émaner, on va dire, de l'État. En revanche, on a la compétence du terrain. On sait où se trouvent les preuves. Alors parfois, effectivement, en effectuant des surveillances, parfois en effectuant quelques filatures, en procédant à des auditions, à des prises de témoignages. Et technologiquement, on n'a pas la possibilité non plus de procéder à des enregistrements audiovisuels ou vidéo ou autres, hormis des cadres très précis. Lorsqu'on est sur la voie publique, il est tout à fait possible de prendre quelques clichés photographiques. La diffusion est bien évidemment très réglementée, donc on prend toutes les précautions pour que, dans le cadre du dossier, les éléments qu'on communique à nos clients soient utilisés à bon escient par leurs avocats uniquement et qu'il n'y ait pas de diffusion publique ou autre. Et de ce fait, on s'organise pour que les éléments qu'on donne soient obtenus de manière absolument légale et qu'elles servent les intérêts de nos clients. On n'a pas bien évidemment la possibilité d'enregistrer de manière sonore une quelconque conversation puisque tout ça est très réglementé. Et après, c'est la compétence de chaque agent de recherche, détective, qui fait qu'on est de la réussite ou non dans certains dossiers. Donc après, c'est la connaissance technique et juridique qui permettent d'avoir les résultats escomptés. Oui. Alors précisément, vous avez évoqué le fait que vous puissiez être saisi, ça peut arriver même souvent, par des avocats. Des avocats qui défendent un client et qui ont besoin d'avoir des informations que vous seul pouvez peut-être réunir. Mais est-ce que vous avez aussi, vous pouvez avoir des relations avec des magistrats? Est-ce que ça peut arriver, cela? Ça arrive parfois dans les affaires, notamment lorsqu'on travaille surtout pour les parties civiles. On va apporter des éléments qui peuvent intéresser les magistrats. Et par conséquent, il arrive, même ma foi, qu'on leur apporte des éléments qui permettent la réouverture d'un dossier. Donc on peut entretenir dans ce cadre de bonnes relations avec les magistrats. Vous pouvez être même auditionné comme témoin, puisque vous pouvez avoir été témoin de quelque chose. Régulièrement, je suis auditionné également devant les tribunaux, devant les cours d'assises, je témoigne, ou devant les tribunaux correctionnels. Il nous est arrivé d'obtenir, par exemple, des relax dans des affaires assez compliquées sur la seule base de mon témoignage. Parce que j'avais relevé des témoignages, les gens n'avaient pas voulu faire d'audition ni de mettre par écrit leur témoignage, eh bien le tribunal a recueilli simplement le fait que moi j'avais relevé leur déclaration. Très bien, c'est important ce que vous dites effectivement, la valeur du témoignage qui est ensuite soumis évidemment au juge, à l'appréciation du juge. Marc Eterno, vous disiez aussi que vous intervenez non seulement au pénal,
économiques, civiles. Il faut quand même rappeler aux auditeurs que dans une procédure pénale, c'est le juge et le procureur qui a l'initiative de retrouver des preuves, mais quand une affaire civile ou commerciale, c'est au demandeur qui s'adresse à la justice d'apporter des preuves. Et ça n'est pas à la justice d'aller chercher ces preuves. Donc c'est là que votre rôle devient aussi très important. Effectivement, il faut constituer le dossier. Donc au préalable, l'avocat n'ayant pas forcément tous les éléments à sa disposition, il est légitime qu'il fasse la demande à des détectives pour l'aider dans ses démarches, protéger les intérêts de ses clients. Et c'est là que nous intervenons. Donc effectivement, au civil, c'est le cas. C'est très souvent le cas et très régulièrement, de plus en plus d'ailleurs, dans le domaine industriel, commercial et financier, puisque les intérêts économiques font qu'il y a un budget qui peut être relativement conséquent à mettre à destination du dossier. Et de ce fait, on a toute légitimité pour intervenir et étayer les dossiers. Alors, j'aimerais peut-être ne pas vous interroger, Marc-Roger, sur l'affaire Omar Haddad. Vous avez beaucoup travaillé sur ce dossier. Oui, j'ai travaillé déjà avec Jacques Vergès. Je rappelle qu'Omar Haddad a été condamné, qu'il a toujours nié les faits, l'assassinat, la mort en tout cas de Guylaine Marchal, qui était une riche dame qui employait Omar Haddad comme jardinier. Oui. Et il a été accusé, on se souvient tous de cette écriture au sang de la victime, Omar m'a tué, qui a entraîné la condamnation. Et vous, votre sentiment, c'est qu'Omar Haddad est innocent. Et donc, vous avez été saisi de cette affaire également. J'ai été saisi dans un premier temps par Jacques Vergès, qui était l'avocat d'Omar Haddad. Omar Haddad était encore en prison à l'époque. Et puis, il avait donc été condamné par la cour d'assises. À l'époque, on n'avait pas la possibilité de faire appel d'une telle décision. C'est vrai. Et puis, Maître Vergès avait déposé un pourvoi en cassation, mais il savait que ça allait certainement être rejeté, parce que ils prospèrent rarement de manière positive. Et puis, il avait donc pris contact avec moi, de manière à ce que j'étudie le dossier. Et lorsque le pourvoi en cassation a été rejeté, eh bien, il a décidé de déposer une requête en révision. Pour cela, il fallait bien évidemment trouver des éléments nouveaux, inconnus de la juridiction de condamnation, qui étaient susceptibles de pouvoir faire naître l'existence d'un doute quant à la culpabilité de la personne condamnée, c'est-à-dire d'Omar Haddad. Et c'est ce à quoi je vais m'attacher pendant plusieurs années. Je vais recueillir de nombreux témoignages. Et je crois qu'il est à peu près reconnu qu'à la suite de cela, on va réussir à obtenir une décision favorable, puisque Omar Haddad va être libéré en 1998, après seulement avoir fait 7 ans, 2 mois et 8 jours de prison. Enfin, il faut quand même préciser que c'était une libération sur grâce présidentielle de Jacques Chirac à l'époque, mais que son innocence, enfin, je veux dire, sa condamnation n'a pas été remise en cause. Hein. Voilà, la grâce présidentielle était très petite et ne permettait pas forcément sa libération dans le délai. Donc il a fallu qu'on obtienne encore un peu plus. Apparemment, on ne sait pas pourquoi, le président Jacques Chirac pensait qu'en apportant cette grâce en 1996, il allait pouvoir être libéré et passer les fêtes de Noël chez lui en 1996. Ce n'était pas le cas. Et en fait, finalement, il avait encore plusieurs années à purger. Donc je crois que c'est un mauvais calcul au niveau de la chancellerie ou je ne sais où. Et par conséquent, il a fallu vraiment faire une pression en quelque sorte médiatique. Il fallait que l'opinion publique se mette de l'autre côté pour contraindre à l'époque la garde des Sceaux à prendre une décision favorable pour Omar Haddad. On peut peut-être préciser que une avocate est toujours saisie de ce dossier, Maître Sylvie Novakovic, que vous connaissez bien, et qui travaille toujours dans l'espoir d'obtenir à nouveau une révision de ce procès. Hein. Elle travaille activement actuellement sur ce dossier parce qu'il y a des éléments nouveaux. On a découvert de l'ADN mélangé au sang de Madame Marchal. On a même l'identité au moins d'une des personnes. Et par conséquent, on pense que c'est de nature maintenant à permettre le dépôt d'une nouvelle requête en révision. Écoutez, c'est un scoop que vous me donnez là. Vous dites une découverte d'ADN mélangé au sang de la victime. Oui, on a découvert 4 ADN mélangés au sang de la victime. Sur ces 4 ADN, il y en a 2 qui sont incomplets, donc on ne peut pas les exploiter, les inscrire au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Mais il y en a 2 autres qui ont été inscrites, et l'une d'entre elles a matché.
C'est-à-dire que ça correspond à un homme qui est connu des services de la justice, qui a été condamné pour des faits de violence. Et par conséquent, on s'interroge vraiment de savoir pourquoi on a trouvé cet ADN sur cette scène de crime. Donc l'enquête pour une éventuelle révision est toujours en cours. C'est toujours en cours. Okay, merci. Marc Eterno, est-ce que vous pouvez nous citer peut-être une enquête un peu particulière qui vous a donné particulièrement satisfaction, où vous êtes arrivé à démontrer une faille ou bien une contre-vérité? Vous avez en mémoire, j'imagine que vous avez... Ce qui vient immédiatement en mémoire, ce sont surtout les dossiers qui ont trait aux personnes. Très peu de dossiers d'ordre financier peuvent nous marquer, même si c'est parfois complexe. Mais quand on intervient dans le domaine du droit pénal, qu'on arrive à prouver qu'une personne est absolument innocente, que grâce à cette enquête ou grâce à notre enquête, on arrive à faire sortir une personne de prison ou éviter une condamnation relativement lourde, ce sont véritablement les enquêtes qui nous marquent le plus. Et j'aurais comme exemple l'un de mes premiers dossiers ayant trait à l'accusation d'un jeune homme qui avait été accusé de viol au sein d'un foyer, qui venait d'avoir 19 ans, me semble-t-il, et qui a été condamné à 10 ans de réclusion. Et la famille, après s'être véritablement battue, a réussi à obtenir un petit budget pour qu'on puisse travailler sur ce dossier. Et on a prouvé qu'en fait, la victime avait complètement inventé cette accusation. Et c'était l'année où il y avait la possibilité, comme le rappelait tout à l'heure Roger-Marc Moreau, de faire appel d'une condamnation en cour d'assises. Et c'était la première fois, notamment à Chalon-sur-Saône, qu'il y avait un procès d'assises qui se faisait. Et c'était le premier acquittement, tout simplement, suite à notre intervention. J'étais à l'époque jeune détective et ça m'a véritablement donné une motivation supplémentaire pour persévérer dans cette... On voit bien toute l'utilité de votre profession quand elle participe à la manifestation de la vérité. Là, on était véritablement dans ce cas-là, oui. Très bien. Eh bien, nous en avons terminé avec ces moyens et ces méthodes. Et maintenant, nous allons passer aux questions des auditeurs. Alors, vous voyez comme moi, la première question qui nous arrive, le statut de détective privé est-il reconnu par l'État? Mais je crois qu'on l'a déjà un petit peu répondu, vous pouvez peut-être préciser, non? Oui, effectivement, on l'a déjà évoqué. Alors, notre profession est réglementée par une loi, par des décrets, et il est nécessaire d'avoir des diplômes qui délivrent la possibilité à une personne d'effectuer cette profession. Donc il y a le passage d'un examen, la nécessité d'un stage en entreprise relativement long, et par la suite, suivant le diplôme qu'on a passé, on peut être soit enquêteur, soit directeur de cabinet. Donc on peut dire que c'est un métier quand même absolument attractif et qui peut intéresser des jeunes juristes notamment. Ça intéresse de jeunes juristes, mais ça intéresse aussi les personnes qui aiment la vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de traiter des dossiers dans son bureau. Il faut qu'on se déplace, il faut c'est une vocation en quelque sorte. Véritablement, c'est comme un enquêteur de police qui a une sorte de vocation de l'enquête et de la vérité. Deuxième question posée par les auditeurs que je découvre en même temps que vous. Quelles sont les études ou les diplômes pour devenir détective privé? Mais on vient d'y répondre. Je crois que là, je pense qu'on va passer à la question suivante. Les détectives privés font-ils vraiment avancer les grandes enquêtes? Est-ce qu'on peut dire ça, Roger Marc? Vous n'allez pas nous dire non, évidemment. J'espère que oui, puisque j'y ai consacré une grande partie de ma vie. C'est ça. Et il y a un certain nombre d'affaires. Je crois que les téléspectateurs suivent, puisque ils sont souvent très médiatisés. L'affaire Pascal Labarre, qui avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, et qui avait avoué les faits. Il faudra refaire toute une contre-enquête pour démontrer que finalement, il était innocent. C'était des aveux extorqués. L'affaire d'un monsieur Leblanc, qui avait été accusé d'avoir tué son beau-frère dans le nord de la France. Oui, absolument. Il a fallu faire toute une reconstitution, d'ailleurs. Ça avait fortement déplu à l'époque à la gendarmerie et au juge d'instruction. C'était un bras de fer un petit peu qu'on a mené pendant longtemps et qui n'a abouti que 17 ans plus tard par un non-lieu définitif
avec une décision de la Cour de cassation. Voilà. Donc, il était bel et bien innocent. Je me suis battu pendant des années. Ou l'affaire Conjo, ce jeune homme qui avait été accusé du meurtre de Paquita Parra, une affaire qui rebondit là actuellement, puisqu'on va faire une exhumation pour faire des recherches ADN. Des affaires comme celle-là, j'en ai traité pas mal, où il y a eu des résultats. Et avec Maître Novakovic, par exemple, je me souviens, il y a quelques années, on avait réussi à faire acquitter 6 jeunes gens devant la cour d'assises, et qui avaient été condamnés en première instance. C'était en appel. Pour quel genre de fait? C'était pour des faits de viol en réunion. De viol en réunion, une femme plus âgée au sein d'un collège, c'était des mineurs. Tous les accusés étaient mineurs. Ils avaient accusé de l'avoir violée en réunion, ça ne tenait pas. Et on va se rendre compte que ça, malheureusement, ça avait été caché au moment du premier procès, qu'elle avait déjà porté de fausses accusations du même ordre 10 ans plus tôt. C'est vous qui l'avez découvert? Oui. Et on va faire citer à comparaître beaucoup de témoins, et on aura satisfaction. Ça, c'est pas l'affaire d'Outreau. Ils étaient moins nombreux, mais 6 acquittements, c'est quand même déjà pas mal. Tout à fait, c'est remarquable. Autre question du public, que dois-je faire si je souhaite renvoyer un détective privé? C'est-à-dire, si je suis mécontent de ces services, comment mettre un terme au contrat, Marc Eterno? Le meilleur moyen, c'est quand même de rentrer en contact avec ce détective, lui expliquer quels sont les reproches qu'on a à lui formuler. Il y a nécessairement un contrat de mandat qui a été signé entre les parties, qui fixe les grandes lignes de l'intervention. Et de ce fait, s'il y a un mécontentement, on en parle. On essaye soit de recadrer du côté du détective, ou alors il peut y avoir parfois des torts respectifs, donc il faut être ouvert à la discussion. Si toutefois il y avait un conflit, il y a des organismes qui chapeautent notre profession. C'est ça, comme les avocats ont un barreau avec un conseil discipline. Qu'est-ce qu'il existe au niveau des détectives privés? Alors il y a le CNAPS qui... vous dépendez du CNAPS, c'est-à-dire le Conseil national des activités privées de sécurité. Voilà. Qui exerce une tutelle un peu sur qui est notre organisme de tutelle et qui peut avoir connaissance du fonctionnement. Alors après, il peut y avoir une confrontation. Le principe du contradictoire est également présent dans ce domaine-là. Il y a une possibilité de les saisir par écrit ou par téléphone, suivant le lieu au sein duquel finalement, c'est comme pour les autres professions. C'est comme pour les autres professions qui ont des ordres disciplinaires, des ordinales. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? S'il n'y en a pas, moi j'en ai une dernière, figurez-vous. Combien ça coûte, un détective privé? Tout dépendra de la mission qu'on souhaite tout confier, c'est-à-dire que c'est comme si on allait voir un avocat et qu'on lui disait combien coûte un avocat. En fin de compte, tout dépendra du temps qu'on doit passer, de la difficulté du dossier qu'on nous confie, du temps qu'on va passer à l'étude du dossier, parfois c'est très conséquent, des éventuels déplacements, des moyens à mettre en œuvre. Peut-être un peu un devis au départ? Oui, bien évidemment. Il y a un premier rendez-vous qui se tient généralement au bureau du détective ou alors au sein des locaux de nos clients. Et on établit avec eux une trame de travail au regard des éléments qui nous sont communiqués, et après ça nous permet d'effectuer un devis. Qu'on peut moduler, qu'on peut recadrer, et qui peut faire l'objet d'avenants au fur et à mesure de l'intervention. En tout état de cause, il ne faut pas hésiter à faire appel à un détective, parce que les prestations peuvent véritablement valoir le coup par rapport au gain que ça peut faire gagner aux clients. Donc c'est votre dernier mot, ce sera le dernier mot de cette émission. N'hésitez pas à faire appel à un détective privé. D'ailleurs, je crois que vos interventions, de l'un et l'autre, permettent de mieux comprendre ce qu'est cette profession, et nous retiendrons surtout que c'est une profession très sérieuse, très réglementée, et qui peut donner satisfaction dans des cas même les plus difficiles. Merci à vous deux, Roger Marc Moreau, Marc Eterno, merci d'être venus nous voir. J'espère vous retrouver toujours aussi fidèles au prochain numéro de Fenech Security Talk, Agora News en toute sécurité. Merci de votre attention. Au revoir.